parle de Foucault, mais Sartre, comme lui, a soutenu Khomeini. Sartre a participé au comité de soutien de l'ayatollah Khomeini. Alors, de ce point de vue-là, excusez-moi, oui, c'est ce qu'on appelle un agent d'influence. Bonjour à tous et à toutes, ici Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libra-Média. On poursuit aujourd'hui sur l'Iran avec M. Emmanuel Razavi, qui est journaliste, reporter, qui est également l'auteur d'un livre important, La face cachée des mollahs, paru aux éditions du Cerf. Bonjour, M. Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes spécialiste de l'Iran, vous avez souvent séjourné en Iran, etc. Vous avez dans plusieurs pays du Moyen-Orient, ce que je comprends. Et votre première réaction, là, d'abord, d'entrée de jeu, à ces frappes israéliennes qui ont été menées tout récemment en Iran, à quelle réaction vous attendez de la part du Téhéran? Alors déjà, en fait, ces frappes israéliennes, elles participent d'une riposte, d'une réponse, je dirais, aux agressions de la République islamique d'Iran. Le constat qu'on peut faire, vous savez, il y a deux façons d'analyser. Elles ne sont pas incompatibles d'ailleurs. L'attaque israélienne, c'est que d'un côté, on voit que ces frappes, elles ont été parfaitement mesurées, très ciblées. On voit bien que les sites d'ailleurs nucléaires n'ont pas été, en tout cas officiellement, pas touchés, les sites pétroliers non plus. Donc ça répondait, je dirais, à la volonté des Américains, de Joe Biden notamment, qui avait donné des consignes strictes en fait aux Israéliens, de peur qu'il y ait un embrasement dans la région. Mais la deuxième chose, quand on regarde militairement en fait ce qui s'est passé, c'est que vous avez en fait des radars qui ont été paralysés puis détruits. Vous avez une usine en fait de carburant solide pour faire fonctionner les missiles qui a été détruite. Vous avez des missiles, des positions, des installations en fait de missiles sol-air qui ont été détruites aussi. En fait, en clair, je dirais que Israël a fait des frappes ciblées qui paralysent d'une certaine manière une partie des défenses antiaériennes, missiles aussi, de la République islamique d'Iran. Ça ressemble, je dirais, à une sorte d'entrée en matière. C'est-à-dire que aujourd'hui, le message est passé à l'Iran, aux mollahs, que s'ils leur prenaient l'envie de continuer à s'en prendre à Israël, la deuxième riposte sera d'autant plus violente que leurs défenses sont pour partie paralysées. Donc voilà comment moi aujourd'hui je l'analyse, mais je l'analyse aussi après aussi des discussions que j'ai pu avoir avec des spécialistes américains d'ailleurs ou israéliens de ce qui s'est passé. Récemment, on a eu Manaz Shirali en entrevue et elle nous disait que l'Iran n'avait pas les moyens de ses ambitions et elle ne s'attendait pas, elle, à une quelconque riposte parce que finalement, le régime parle beaucoup mais agit peu. Est-ce que c'est... est-ce que vous... Oui, elle a raison. Elle a raison, elle a même parfaitement raison. Vous savez, ça fait 45 ans que l'Iran, la République islamique d'Iran, vit diplomatiquement sur ces menaces, qu'elle fait peur à tout le monde alors qu'elle n'a pas les moyens de ces menaces. Tout simplement, je vais vous donner un chiffre qui est assez intéressant parce que à l'intérieur même de l'armée en fait iranienne, des officiers de haut rang expliquent que si la République islamique devait rentrer en guerre ouverte, j'entends, contre Israël, elle ne pourrait pas tenir l'armée iranienne plus de 6 à 8 semaines. Alors pour plein de raisons. D'abord, c'est qu'une armée, ça coûte cher, mais alors une armée en guerre, ça coûte encore plus cher. La deuxième chose, c'est que, vous voyez bien l'aviation iranienne, comment voulez-vous qu'elle fasse, je dirais, le poids face à l'aviation israélienne et à celle des alliés d'Israël? Évidemment, les aviateurs iraniens prendraient une raclée quand même assez rapidement. Il y a bien sûr un gros danger de l'Iran, c'est évidemment ses missiles et bien sûr ses proxys. Le Hezbollah, évidemment, au Liban, même s'il est, largement abîmé, que son commandement est largement abîmé, c'est toujours quand même une force de nuisance très importante. Il y a évidemment aussi en Irak les milices chiites pro-iraniennes, et vous avez aussi, bien sûr, le Hamas et les Houthis du Yémen. Donc, si vous voulez, tous ces fronts aujourd'hui contre lesquels combat, j'ai oublié la Syrie d'ailleurs au passage, mais Israël représente toujours une menace, mais, il faut être réaliste. Militairement, l'Iran n'a que ça, en fait, aujourd'hui, pour se défendre, je dirais, contre Israël. Et quand je dis défendre, d'ailleurs, je mettrais défendre entre guillemets, parce que celui qui agresse, c'est la République islamique d'Iran. C'est pas Israël. Il faut ramener les choses aussi à leur juste réalité. Donc, vous ne pensez pas qu'Israël se trompe de stratégie avec cette riposte?
notamment à Gaza, qui est quand même quelque peu disproportionné par rapport bon, évidemment, bon, sur le plan Écoutez, alors, symbolique, je pense, alors, en ce qui concerne l'Iran, très clairement, Israël ne se trompe pas de stratégie. En ce qui concerne Gaza, moi, écoutez, j'entends toujours parler de riposte proportionnée. J'aimerais qu'on m'explique ce que ça veut dire. Je rappelle que les terroristes du Hamas, du Djihad islamique, du FPLP, ont violé des gens. Je dis violer des gens, filles, garçons, le 7 octobre. C'est un pogrom terrible. C'est quoi avoir une réponse proportionnée? Il faut qu'on m'explique. C'est faire la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, Israël a une réponse qui est une réponse en fait militaire. Elle est importante, c'est vrai. C'est une tragédie de voir des enfants tués. C'est une tragédie de voir des civils tués. Mais dans une guerre, vous savez, les victimes et les larmes, je le dis souvent, je l'ai écrit un jour d'ailleurs, les larmes sont les mêmes des deux côtés. Les civils payent injustement, tragiquement, le prix en fait des guerres. Évidemment que tout le monde a envie que ça s'arrête à Gaza. C'est une réalité. Moi le premier. Mais pourquoi le Hamas ne libère pas les otages? C'est la question. Si les otages étaient libérés, les otages israéliens on est étaient d'accord libérés. pour dire évidemment que le Hamas a provoqué l'incursion terrestre à Gaza. Il n'y a rien de. Donc, évidemment, les Palestiniens sont les otages du Hamas, en fait, aussi, eux autres mêmes. Alors oui, bien sûr, il y a une partie des Palestiniens qui est l'otage du Hamas. Ça, c'est une réalité aussi. Il faut jamais oublier quand même d'où vient le Hamas, hein. Moi, je me souviens que j'étais en reportage il y a une vingtaine d'années, en 2005, quand il y a eu le démantèlement, en fait, hein, le désengagement israélien en fait de Gaza. Écoutez, les Palestiniens ont eu le choix. Ils ont voté pour le Hamas. C'est eux qui ont choisi. Alors, je dis ça encore une fois, il y a une très grande culture palestinienne. J'ai des amis palestiniens et je sais, comment dire, quelle est la grandeur, la hauteur de cette culture palestinienne. Néanmoins, c'est eux qui ont fait venir à un moment donné à Gaza, comment dire, ce groupe terroriste. 20 ans après, on voit en fait très clairement en fait où on en est. Je souhaite pour les Palestiniens, en tout cas ceux qui le souhaitent, qu'ils se libèrent évidemment du Hamas et qu'on puisse revoir la paix un jour à Gaza. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le Hamas tient les rênes avec ses alliés, hein, du djihad islamique ou du FPLP, qui libèrent les otages. Je crois que le cessez-le-feu suivra immédiatement. Voilà, on n'en est pas là. Et après ça, on va parler évidemment de l'entrisme islamiste de la République islamique d'Iran en France. Mais juste avant, pour ceux qui disent, là, par exemple, de toute façon, le Hamas et l'islamisme en général, d'abord, qui est une idéologie, c'est un hydre, c'est-à-dire que Israël peut couper une des têtes de ce monstre-là, mais il y en a tout de suite une autre qui repousse. Donc, est-ce que vous adhérez ou partagez un peu disons, cette observation-là? Non, mais historiquement, c'est vrai, parce que le Hamas, en fait, c'est la branche palestinienne en fait, de l'organisation des frères musulmans égyptiens. Et ça a été, le mouvement a été pensé comme ça, en fait, pour qu'en cas en fait, de disparition d'un leader, tout de suite, pof, un autre qui a été choisi au préalable, si vous voulez, comment dire, le remplace. Mais enfin, à force de les tuer, à un moment donné, voilà, ils disparaissent. Et donc, ça s'est transformé un petit peu aussi, je crois, en légende urbaine, si vous voulez. C'est que ça permet à un certain nombre de gens qui aujourd'hui soutiennent très clairement, hein, notamment à l'extrême gauche, soutiennent les islamistes, de dire bah oui, ça sert à rien parce que de toute façon vous en tuez un autre prendra la suite et il sera pire, etc., etc. Si on raisonne comme ça, on ne fait rien. Le parti nazi était organisé comme ça aussi, hein. Donc c'est à un moment donné, si vous voulez, il faut se poser une question simple. Est-ce qu'on est du côté des démocraties, point, ou est-ce qu'on est du côté des totalitarismes religieux? Voilà. Alors, moi, ma réponse, elle est simple, hein, j'ai largement écrit, je crois plus dans la démocratie que dans le totalitarisme religieux. J'ai du mal, mais parce que je suis d'origine iranienne, comme Manas Sherali, nos familles ont été persécutées par la révolution islamique en Iran en 78-79. Moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse trouver des circonstances atténuantes au Hamas. C'est comme ça, pour Non, pas moi. tellement, Autant je mais pense. parce que la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut alimenter la bête? C'est-à-dire, par exemple, bon, peut-être que vous ne trouverez pas le parallèle très, très bon, mais au Mexique, dans les pays d'Amérique latine, certains gouvernements de gauche ont fait le choix de ne pas combattre plus que ça les cartels parce que finalement, plus on les combattait et plus les cartels s'armaient et plus ils étaient radicaux et finalement, la guerre au narcotrafic, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites que l'Hezbollah est un cartel de la drogue, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est-à-dire plus on entre quand même dans une logique, dans une surenchère, on a le doigt dans l'engrenage et finalement, on se retrouve dans des organisations qui sont de plus en plus armées, de plus en plus radicales, de plus en plus débiles d'une certaine façon, là. Écoutez, moi je pose une question. On l'a fait avec le nazisme. Pourquoi on le ferait pas avec l'islamisme? Tout simplement. Voilà. Donc à un moment donné, je pense qu'à force d'entretenir le fait que riposter
ne fait qu'entretenir, en fait, comme vous l'avez dit d'ailleurs, la bête. Moi, je suis pas client de ça, de cette théorie-là. Je n'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, quand une démocratie est en danger, elle doit simplement en fait se défendre du danger qui l'agresse. Dans le cas d'Israël, d'ailleurs, je vais même aller plus loin. La menace est existentielle, c'est-à-dire qu'Israël joue sa survie en tant qu'État, en tant que démocratie, évidemment. Donc je pense que, comment dire, expliquer à Israël qu'il faut arrêter ou ça peut pas fonctionner comme ça. Et de l'autre côté, encore une fois, je vous rappelle que, vous l'avez dit vous-même, ceux qui ont commencé, ce sont les gens du Hamas. Il y a des otages aujourd'hui qui sont détenus, comment dire, à Gaza. Passage, d'ailleurs, à l'heure où on se parle, il y a 2 otages, d'ailleurs, franco-israéliens, donc français, qui sont détenus à Gaza. Que le Hamas les libère, Et puis je pense que les choses sont claires derrière. Oui, le cessez-le-feu, a priori, pourra avoir lieu. Mais encore une fois, moi je vous dis ça, c'est une analyse de journaliste que je vous livre. Je ne fais pas partie des gens qui négocient tout ça. Donc voilà, mais mon point de vue, vous le connaissez, il change pas et je pense qu'il ne changera pas avant longtemps. Bon, vous avez annoncé récemment sur les réseaux sociaux que vous alliez participer à une mission d'enquête indépendante sur l'entrisme de la République d'Iran en France. Pouvez-vous nous expliquer un peu la mission de cette mission d'enquête? Alors, déjà, je rends hommage à Gilles Platré, qui est le maire de Chalon-sur-Saône, qui est aussi conseiller régional de Bourgogne, parce que c'est lui qui a eu l'idée de lancer, cette commission d'enquête. Gilles Platré, on se connaît depuis longtemps. Ceux qui me connaissent dans mon entourage savent que voilà, j'ai grandi en Bourgogne, donc on se connaît depuis très longtemps. Je pense que Gilles Platré a raison. Il y a un problème aujourd'hui, si vous voulez, d'infiltration. Moi, je l'ai vu dans mes enquêtes, je suis pas le seul. Il y a plusieurs journalistes qui partagent des données entre les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la France, sur l'infiltration en fait iranienne dans les institutions en fait européennes ou américaines, universités notamment, mais aussi des partis politiques. À un moment donné, si vous voulez, il faut se saisir du sujet. Or, moi, je vois bien que depuis un certain temps, tout le monde dit oui, mais on le sait que l'extrême gauche, que le Parti communiste, dresse des tapis rouges aux islamistes, aux Iraniens, etc. Oui, ben, très bien. Mais quand ils ont des élus, ces gens-là, à l'Assemblée nationale, en l'occurrence, c'est le cas de la France insoumise, le parti d'extrême gauche, bah, ils n'ont pas leur place, très clairement. Il faut des commissions d'enquête, il faut comprendre quels sont leurs liens avec la République islamique d'Iran. C'est une république qui pratique le terrorisme d'État, j'insiste là-dessus, qui a commandité des attentats en Europe, il ne faut pas l'oublier, sur le continent américain, mais en Europe, en France également. Voilà, donc moi, à un moment donné, je comprends Gilles Platré qui dit, voilà, on a besoin de savoir et de faire savoir, parce que on est un certain nombre de journalistes à enquêter, de chercheurs, à enquêter sur ce sujet-là depuis maintenant des années, j'allais dire des mois, mais en fait c'est des années. Voilà, donc tout ce que l'on sait aujourd'hui, il a dit lui-même lors d'une allocution hier, ça nous alerte évidemment. Voilà, alors on a décidé de le faire de façon très transparente, on rendra ce rapport public, mais au préalable, il sera remis à Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur français, voilà, à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat, voilà, dans l'espoir que ça déclenche une réelle commission. Mais le fait même qu'il soit public, ce rapport, voilà, va obliger, je dirais en tout cas, les gens qui en prendront connaissance et qui activeront, je l'espère, une commission parlementaire à faire le travail de fond, parce qu'on aura nous-mêmes livré des éléments voilà, très vérifiés et constatés par des experts du sujet. Oui, ben, vous avez déjà commencé à faire votre enquête dans votre livre, d'ailleurs, Face cachée des mollahs. Comment ça peut se manifester, c'est-à-dire du financement? Donc, vous avez déjà évoqué l'implication potentielle de chercheurs, d'universitaires qui seraient plus ou moins à la solde de la République islamique. Jusqu'à quel point ça peut aller loin? C'est-à-dire que... On va très très loin, puisque, écoutez, c'est très simple. Il y a eu 2 moments. 1984, la République islamique d'Iran a décidé de commencer à lancer des opérations d'ingérence au sein du Parti socialiste français. Le contre-espionnage, en fait, en a pris connaissance très rapidement et donc ils ont refilé, je dirais, des informations très souvent en fait bidonnées aux Iraniens. Donc ils ont réussi à protéger le Parti socialiste, si vous voulez, de l'entrisme et des menaces d'infiltration iranienne. En 2014, il y a une deuxième opération qui a été créée par le ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran avec les services secrets iraniens, dont l'objectif était de prendre attache avec des chercheurs universitaires, c'était surtout le monde universitaire, les cercles universitaires qui les intéressaient, pour leur passer des éléments de langage qu'à leur tour ils pourraient diffuser auprès des médias. Ils répondent aux questions, ces chercheurs, très souvent, ils sont consultés par les journalistes, mais aussi qu'ils pourraient faire remonter, si vous voulez, aux différents ministères des Affaires étrangères de nos démocraties. D'accord ?
Donc, tout ça, c'était il y a 10 ans. Sur 10 ans, effectivement, ça a permis de diffuser. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que c'est intéressant de donner des exemples. Un élément de langage qui a été créé de toutes pièces par les services secrets iraniens à Téhéran. Si demain, j'ouvre les guillemets, si demain, la République islamique d'Iran venait à s'effondrer, alors l'Iran deviendrait un nouvel Irak. Je ferme les guillemets. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez entendre à souhait sur les plateaux de télévision, de radio, des gens balancer ces éléments de langage-là. Voilà, il faut savoir qu'ils ont été construits depuis 10 ans à Téhéran par les services iraniens. C'est une ineptie quand on connaît la société iranienne, la sociologie iranienne, de la comparer en fait à l'Irak. Ok, il ne vous aura pas échappé qu'en Iran, la moyenne d'âge, c'est 32 ans pour un pays qui fait presque 90 millions d'habitants. Les Iraniens aujourd'hui veulent renverser l'islam politique incarné par les mollahs. Ils sont surtout très pro-occidentaux. Il y a 2600 ans d'histoire commune entre le peuple iranien et le peuple juif. Vous voyez, enfin, on est dans quelque chose qui ne ressemble en rien. Je vais vous donner un Donc, exemple. Je discutais avec... la logique, c'est de dire, bon, il faut continuer à soutenir plus ou moins le régime théocratique parce que Bien sûr, la sinon, logique, c'est un il y a deux conflit logiques. incroyable et on va s'enliser dans un nouvel Irak. Il y a, On a vu, bon, l'État il y a deux islamique en objectifs. Irak. Donc, c'est pour dissuader finalement l'Occident de faire la guerre finalement à l'Iran ou Clairement, en fait, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'était de faire en sorte que l'Occident continue à soutenir, en fait, ou à entretenir des relations, des négociations, malgré les sanctions internationales avec la République islamique d'Iran. D'accord. Et depuis le 7 octobre, si vous voulez, l'autre objectif, c'est de faire pression sur les démocraties occidentales pour qu'à leur tour, elles fassent pression sur Israël, qu'elles se retirent de Gaza, qu'elles se retirent du Liban, en tout cas ces dernières semaines. Voilà, et il se trouve aujourd'hui d'anciens diplomates français, pour l'écrire très publiquement sur Internet, sans se rendre même compte qu'ils diffusent les éléments de langage en fait des services secrets iraniens, des gens qui balancent ça sur des plateaux, etc. Voilà où on en arrive en fait aujourd'hui. Voilà. Alors cette commission d'enquête, c'est un exemple que je vous donne là. Évidemment, elle va révéler, parce qu'on le sait déjà, évidemment, un certain nombre de choses concernant les structures, les relais, comment dire, de la République islamique d'Iran en France, alors notamment parce que le rapport porte sur la France, mais on a demandé aussi à des spécialistes en fait anglais et américains aussi de nous parler en fait de leur pays pour qu'on comprenne bien que cette stratégie, c'est une stratégie internationale de la République islamique d'Iran, qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé en fait en France, vous-même au Canada et au Québec, vous êtes aussi concernés par le sujet, très clairement. Voilà, et ce rapport, il sera remis, écoutez, dans quelques mois, comme je vous l'ai dit, au ministre de l'Intérieur. est-ce que c'est pas un peu glissant quand même quand on parle d'éléments de langage? C'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, par exemple, aux États-Unis actuellement, les démocrates américains accusent systématiquement la droite, les républicains, en fait, d'être à la solde de la Russie, donc de reprendre des éléments du discours du Kremlin, bon, son récit civilisationnel, etc. Est-ce que vous craignez pas quand même que la droite réserve à la gauche le traitement qu'on lui réserve à gauche? C'est-à-dire que si on se met à s'accuser mutuellement d'être finalement à la solde d'une puissance, c'est-à-dire l'islamo-gauchisme, on serait en partie le reflet du soft power iranien, alors que la droite, bon, souverainiste en France serait, elle, à la solde du soft power russe. Bon, est-ce que voyez-vous quand même où est-ce qu'on peut où on peut s'en aller avec ça? Non, écoutez, c'est pareil, une analyse que je n'achète pas. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, d'une, parce que ce sont des experts qui vont travailler sur ce rapport, c'est des journalistes, ce sont des chercheurs. Moi, personnellement, quand je suis journaliste, voilà, personne n'a à savoir, il ne sait si je suis de droite ou de gauche, ou si même je vote. C'est le cas des chercheurs qui travaillent, des journalistes qui travaillent avec moi sur ce rapport, et aux côtés donc de Gilles Platré, de façon claire. Donc nous, aujourd'hui, notre approche, elle est juste en fait citoyenne, républicaine, et on met notre savoir-faire, comment dire, au service, si vous voulez, comment dire, de ce rapport de façon très claire. Après, chacun est libre. Vous savez, j'en sais quelque chose, j'ai publié 15 livres. Une fois qu'un livre est sorti, ce sera le cas pour le rapport, on n'en est plus propriétaire. Donc les gens en feront bien ce qu'ils veulent. En tout cas, nous, on aura fait notre devoir, qui est celui, je crois, en fait, d'informer, mais en travaillant selon une méthodologie, encore une fois, c'est pas pour rien qu'on fait appel à des chercheurs, c'est très structuré. Après, vous parlez d'islamo-gauchisme. Moi, je suis très factuel. À la fin des années 20, l'union du communisme et de l'islam nationaliste, comme c'était dit à l'époque, donc de l'islamisme, enfin des frères musulmans, elle a été théorisée en Iran par Soltanzadeh. Soltanzadeh, vous savez, c'était le représentant du parti communiste iranien au Comintern. Ok.
Donc excusez-moi, il y a quand même une réalité, à un moment donné, historique. La révolution iranienne, à la fin des années 70, elle s'est faite grâce à l'union des islamistes, des communistes en Iran, je vous le rappelle. Je vous rappelle que dans les années 90, en Angleterre, vous avez Chris Herman qui a repris les théories de Sultanzadeh dans un de ses ouvrages, Le prophète et le prolétariat, où il théorise aussi le fait comment dire, d'utiliser en fait l'islam comme nouveau prolétariat. Voilà. Donc moi après, chacun a le droit évidemment de commenter, de pas être d'accord. Enfin moi pour ça, je suis pour la liberté d'expression, donc chacun peut penser ce qu'il veut. Après, voilà, c'est documenté, on sait de quoi on parle. Donc moi, écoutez, je vais pas changer ni de façon de faire, ni d'avis, parce qu'il y a des gens qui vont, voilà, à qui ça va pas faire plaisir ou qui vont l'interpréter de telle ou telle manière. Ah, je comprends, mais la question, par exemple, du financement, bon, ça, c'est des trucs plus clairs. Mais par exemple, si on prenait Michel Foucault, là, vous vous rappelez, qui à l'époque, bon, était bon, plutôt complaisant envers la Révolution en marche. On le sait, on se rappelle de ses fameux écrits, notamment dans un journal italien. Là, ça a été repris plusieurs fois. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous considériez Michel Foucault comme finalement une sorte d'agent idéologique de Téhéran? C'est quand même un peu glissant, malgré tout, là. Écoutez, pour moi, comparaison n'est pas raison. D'abord et d'une, on parle d'une chose, vous me parlez de Michel Foucault, c'était il y a 46 ans, c'est en Non, mais vous venez 78 en fait, pour être très de clair. remonter aux années 20 quand même. Ah ben, écoutez, vous me parlez d'islamo-gauchisme. Sur l'islamo-gauchisme, je remonte aux années 20 parce que c'est un fait historique en Iran. Il suffit de vous renseigner, c'est largement documenté. D'accord. Mais c'est vous qui me parlez en fait de Michel Foucault. Michel Foucault, si vous voulez, je pense que il était fasciné complètement en fait par la révolution en fait en Iran, mais parce que encore une fois, c'était quelqu'un qui venait de la gauche, qui était fasciné par le grand soir, je pense, par les théories révolutionnaires. Je vous rappelle quand même, on parle de Foucault, mais Sartre, comme lui, a soutenu Khomeini. Sartre a participé au comité de soutien de l'ayatollah Khomeini. Alors, de ce point de vue-là, excusez-moi, oui, c'est ce qu'on appelle un agent d'influence, très clairement. Et mettez-vous du côté, aujourd'hui, de gens de nos familles qui ont été persécutés par les islamistes en Iran. Je peux vous garantir que euh, on considère que ces gens-là ont été les alliés, si vous voulez, du totalitarisme islamiste. C'est une évidence. Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait le parallèle avec les États-Unis, quand même, c'est que ça. Moi, personnellement, je pense que ça peut nous entraîner dans une sorte de chasse aux sorcières, mais ça ne veut pas dire que je défends l'islamisme, bien au contraire. Non, non, mais la France n'est pas les. Heureusement, la France n'est pas Oui, les je sais, mais États-Unis. mais on peut multiplier les exemples. Récemment, au Canada, bon, on parle beaucoup de l'ingérence indienne ces temps-ci au Canada. Donc, est-ce que bon, certains éléments des partis seraient à la solde? Bon, parce qu'il n'y a pas juste l'Iran, Le il y a problème, c'est plusieurs que puissances, disons, en hostiles résumant ainsi, à l'Amérique du vous Nord, là. conviendrez qu'on s'est. Donc voilà, à un moment donné, c'est pour ça qu'on travaille sur le sujet avec des gens qui ont une méthodologie. Je parle de ces chercheurs, de ces journalistes. Parce qu'à avoir peur qu'à un moment donné, dire la vérité, dire les choses, ça porte préjudice aux uns ou aux autres, en fait, on s'est interdit de faire quoi que ce soit. Donc là, aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que la démocratie, quand même, est menacée par le totalitarisme religieux et menacée par l'entrisme islamiste. Hein, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Vous avez des chercheurs. Je pense que Manas Chirali, elle vous dit pas autre chose, que vous avez interviewé. Florence Bergeau-Blaclair, la chercheuse spécialiste des frères musulmans. Voilà, mais aujourd'hui, il est temps de ne plus céder à la peur, de ne plus céder aux injonctions de gens qui voudraient nous faire croire qu'on prend des positions extrêmes. Vous savez, beaucoup de chercheurs ou de journalistes avec lesquels je travaille sont des gens qui sont très critiques de l'extrême droite, au moins autant que de l'extrême gauche. On est très attaché à la démocratie, on est très attaché, comment dire, à la liberté aussi de point de vue, d'échange, d'expression. Mais quand on parle d'ingérence, on parle plus de ça. On parle du danger, de la menace d'un pays étranger, d'accord, qui essaye d'exporter le chaos chez nous. OK. Et bon, Madame Chirali nous disait, elle, que bon, il y a beaucoup de pression, en fait, sur les membres de la diaspora iranienne, en France notamment, que plusieurs d'entre vous vous sentiez même menacés par Téhéran. Est-ce que vous partagez son avis? Bah, écoutez, je ne peux que le partager malheureusement, puisque je suis sur une liste de gens qu'il faut pendre depuis 1 an. Donc oui, bien sûr, on est un certain nombre de gens à être aujourd'hui menacés de mort en fait par la République islamique d'Iran. Personnellement, ça ne m'empêche pas de continuer à faire mon travail, pour être très clair avec vous. Voilà, parce que je pense que la République islamique d'Iran, elle est essoufflée. Elle tombera un jour ou l'autre. Je ne sais pas si ce sera dans 6 semaines, dans 6 mois, dans 6 ans, mais en tout cas, elle est plutôt sur la fin. Oui, justement, en terminant, peut-être la situation sur le terrain, on sait que derrière les
les vagues de protestation là, en réaction à la mort, à l'assassinat de la jeune fille qui n'avait pas porté son voile correctement. Il y avait beaucoup de préoccupations liées évidemment à l'économie très mauvaise. Donc, vous sentez que le régime des mollahs ne reçoit plus l'appui de la population iranienne, du moins de la majorité des gens. C'est pas moi qui le dis. Écoutez, il y a une étude, je l'ai souvent citée, c'est une étude qui a été commandée par Ali Khamenei, donc le guide suprême de la révolution islamique, il y a 1 an et demi, qui a demandé au Basij. Vous savez, le Basij, c'est la milice civile du corps des gardiens de la révolution, qui a aussi un service de renseignement. Et il leur a demandé de faire une sorte de prospective, d'étude en fait, sur la façon dont le peuple iranien voyait le régime. Écoutez, donc vous vérifierez, c'était il y a plus d'1 an. 71% des Iraniens, révélait cette étude, étaient contre le régime. D'accord. Donc là, c'est intéressant parce que c'est pas une étude qui vient en fait de l'extérieur des mouvements d'opposition, ça vient de l'intérieur même du régime. Donc oui, bien sûr qu'il y a un mécontentement très clair de la population iranienne. Il y a une réalité aujourd'hui en Iran, vous avez un Iranien sur 2 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez 2/3 du pays qui est en stress hydrique, qui n'a plus accès à l'eau potable. D'accord. Tous ces jeunes diplômés qui sortent des universités, qui sont sans travail, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de quitter l'Iran pour beaucoup, ou de voir le pays tomber. C'est la fin d'un régime, si vous voulez, qui a tout misé en fait sur le fait religieux, sur la corruption en même temps. D'accord. Vous parliez du trafic de drogue tout à l'heure. La République islamique d'Iran, elle a créé le Hezbollah en 82, avec lequel elle tient l'un des plus gros réseaux de narcotrafic au monde. Je crois que pour le trafic de cocaïne, il me semble, vous le vérifierez, mais c'est pas loin de 20% du trafic mondial de cocaïne qui est dans lequel eux trempent. Voilà, donc aujourd'hui, oui, bien sûr que les gens en ont ras-le-bol et ne veulent plus de ça. Vous savez, un jeune Iranien, il rêve, comme un jeune Français ou un jeune Américain, d'avoir accès à la liberté. C'est très souvent le mot qui revient d'ailleurs. Liberté. Voilà. Il ne vous aura pas échappé que le slogan depuis longtemps, Zendegi Azadi, c'est femme, vie, liberté, tout simplement. Ah oui, c'est un mot qui n'a pas beaucoup la cote au Québec actuellement. Non, pour l'anecdote. Donc, une libéralisation de l'Iran, M. Razavi, est-ce que ça peut se faire en douceur ou ça va prendre absolument des soulèvements plus violents? Je ne suis pas devin, donc je suis bien incapable de vous répondre. Je peux vous dire ce que me disent les Iraniens de l'intérieur. C'est plutôt ça que je ferai. Je l'ai dit dans 2 émissions de télé ce week-end, mais j'ai parlé la semaine dernière avec des habitants de Ispahan et de Téhéran, de différentes catégories, si vous voulez, sociales, de différents âges. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne souhaitent pas qu'il y ait de bombardements sur la population en Iran, mais que si Israël se contente de bombarder les sites militaires, sans toucher les sites économiques, en fait, parce qu'il faut que l'économie, qui est déjà endommagée, continue quand même à fonctionner, même si elle fonctionne mal. Ils disent qu'il se pourrait qu'effectivement une partie des Iraniens redescendent dans les rues, comme ils l'avaient fait il y a 2 ans, parce qu'ils se sentiront soutenus. En revanche, vu ce qui s'est passé ce week-end, les réactions que j'ai eues, moi, c'était plutôt des réactions de déception. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux en persan et vous verrez que les Iraniens disent « Ah, on espérait quand même qu'Israël irait plus loin que ce qu'il a fait, on est déçus, etc. » Alors pourquoi ? Parce qu'il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si le régime iranien, évidemment, est l'ennemi juré en fait d'Israël et réclame depuis 45 ans la destruction d'Israël, les Iraniens, ils adorent le peuple juif. Il y a une très vieille histoire commune entre le peuple perse et le peuple juif, jusqu'en 1978. Ça a commencé sous Cyrus le Grand, il y a presque 2600 ans, jusqu'en 1978. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, c'est un des pays du Moyen-Orient qui est très ouvert, en fait. Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'Iraniens disent qu'ils aimeraient créer une démocratie un peu sur le modèle. Alors, je ne sais pas si ça arrivera, je vous répète ce qu'ils disent encore une fois, sur le modèle de ce qu'est Israël, en fait, aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis plusieurs années, vous avez des manifestations aussi en Iran contre le fait que le régime finance le Hezbollah et le Hamas. Les Iraniens réclament que le régime arrête de leur donner de l'argent quand le pays, en fait, est en crise. Voilà, donc aujourd'hui, oui, bien sûr, il y a une vraie fracture, c'est une fin de règne en Iran. Si les démocraties occidentales étaient moins pusillanimes, le régime tomberait rapidement. Aujourd'hui, écoutez, on parlait tout à l'heure d'entrisme. Vous avez nos démocraties, nos diplomaties, moi je le vois en France, sont devenues clientes, si vous voulez, de certaines théories. Alors, en France, on a toujours été pro-arabe et je le comprends. Moi, je trouve que le monde arabe est fascinant.
Mais de là à en faire, si vous voulez, quelque chose de systématique dans nos politiques et à tout confondre, aujourd'hui, vous avez des gens qui considèrent que le Hamas ou le Hezbollah, ce sont des mouvements de résistance. Pour moi, c'est des organisations terroristes. Ils sont inscrits comme tels sur la liste de l'Union européenne, sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Point barre. Soit les mots et le droit ont un sens, soit ce n'est pas le cas. Bon. Donc, vous dire quand ça tombera, j'en sais rien, mais je peux vous assurer que les Iraniens en ont ras-le-bol, ça c'est sûr. OK. Merci beaucoup, M. Razavi, de nous avoir livré vos analyses aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.